Eh bien, écoutez, merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie du webinaire, le b.a.-ba de la méthanisation et son intérêt pour le territoire, euh, qui donc fait suite à celui de la semaine dernière. Alors là, vous allez arriver petit à petit, hein. Il y a une soixantaine d'inscrits pour ce webinaire d'aujourd'hui et dont une vingtaine de collectivités, pas mal d'administrations. Et on va depuis le territoire de Belfort jusque dans le Tarn. Donc on ratisse géographiquement assez large. Donc bah, écoutez, bienvenue à tous. Il y a deux personnes en salle d'attente. J'essaie de voir avec mes collègues s'ils peuvent les faire rentrer. Et puis, écoutez, on va pas perdre de temps. Les gens vont arriver petit à petit. N'hésitez pas à échanger avec nous. Donc, on est la même équipe que la semaine dernière. Alain Rochegude de l'Adréal. Bonjour Alain, un petit coucou. Jean-Paul Sauzet des chambres d'agriculture d'Auvergne-Rhône-Alpes. Laurent Strobe, l'animateur de l'association Agri-Biogaz Avenir, qui donc l'association des méthaniseurs agricoles d'Auvergne-Rhône-Alpes, hein, une quarantaine d'adhérents, il me semble. Jean-Jacques Cadet des syndicats d'énergie. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour, bonjour à tous. Et moi-même, Guillaume Quoicadan, d'Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement. On excuse Pierre Laurent de l'ADEME et Yann Renard de la région qui ont contribué à ce webinaire dans son contenu, mais qui ne pourront pas être avec nous aujourd'hui. Voilà. Alors, quelques règles de fonctionnement. On est ensemble jusqu'à 13h30. Donc, s'il vous plaît, essayez de vous renommer. Il y a eu, la plupart sont pu se renommer la dernière fois, donc c'est vraiment plus confortable pour nous. Du coup, pour se renommer, voilà, vous allez sur le petit outil de Zoom qui, normalement, vous pouvez mettre le chat, etc. Et vous avez participant, vous allez retrouver votre nom et vous passez tout doucement sur votre nom et vous allez pouvoir avoir trois petits points et à un moment donné, ou plus, non, c'est plus d'ailleurs, et vous renommez. Voilà, et vous vous renommez pour qu'on sache à peu près euh, qui vous représentez. Merci. Alors pour le chat, il y a un chat. N'hésitez pas, comme la semaine dernière, à échanger avec nous. Voilà, on n'est pas forcément 200 a priori, donc si vous souhaitez allumer votre caméra pour que ce soit plus convivial, eh bien, je pense que ça ne va pas trop modifier le flux. Donc n'hésitez pas aussi. Voilà, on va faire ça. Pour prendre la parole, eh bien, il y aura des moments de questions-réponses on vous donnera au fur et à mesure des diapos. Et, euh, et sinon, écrivez dans le chat, on reprendra vos questions, puis même on vous demandera de les préciser, de les reformuler. Donc ce webinaire est enregistré. Donc vous aurez à disposition le diaporama et le webinaire. Et cette fois, vous l'aurez soit demain, soit lundi pour les deux séances, celle d'aujourd'hui et celle de la semaine dernière. Voilà. Alors, on va, pour mémoire, du coup, la semaine dernière, on a traité du biogaz dans les contextes politiques publics énergétiques. Voilà. On a ensuite on a fait un zoom sur la méthanisation en Auvergne-Rhône-Alpes, et puis on a commencé à vous parler un peu technique sur qu'est-ce que la méthanisation. On a surtout fait un zoom sur les intrants jusqu'à maintenant, notamment sur deux intrants qui sont importants en région, qui sont les cives et les biodéchets. Je vous rappelle que les intrants principaux restent les effluents, mais voilà, on a fait un focus sur les cives et les biodéchets qui peuvent amener des questionnements la semaine dernière. Et puis on a fini sur les technologies, parce que bien, les intrants, ça impacte un certain nombre de choses. Et donc aujourd'hui, on va finir sur le cadre réglementaire, la valorisation du digestat, la production et la valorisation du biogaz pour les aspects techniques. Et puis après, on reviendra sur des aspects un peu plus macro. Qu'est-ce qu'apporte la méthanisation pour un territoire? Eh bien, on va échanger avec vous là-dessus, on va vous amener des infos, mais l'intérêt aussi, c'est peut-être d'avoir vos retours. Voilà. Et puis, je vous rappelle qu'on aura aussi une table ronde prévue le 17 octobre de mémoire, avec quatre collectivités qui viendront témoigner de comment la méthanisation s'est développée sur leur territoire et quels intérêts elles y trouvent. Et puis, on conclura sur comment travailler un projet de méthanisation et comment une collectivité peut se positionner sur un projet de méthanisation. Voilà. Écoutez, on y va, du coup. Alors, les premiers aspects qu'on va aborder aujourd'hui, on a donc sur la base toujours de ces aspects intrants. Pour mémoire, les intrants ont quand même pas mal sont tout à fait stratégiques en méthanisation et ont pas mal de répercussions. Donc, on a parlé des impacts juridiques et fiscaux la dernière fois. Ils définissent ce qu'est une méthanisation agricole. On a parlé des impacts économiques et on a parlé des impacts techniques avec différentes façons de méthaniser les intrants qui sont de leur taux de matière sèche. Eh bien, on va continuer. Alors, ça va être une entrée en matière
un petit peu dense, mais je crois qu'il y a pas mal de DDPP qui nous suivent ou de DDT, donc ça leur parlera. Et puis pour les collectivités, les représentants de collectivités, c'est une introduction. On va parler des impacts réglementaires. C'est une introduction aux impacts réglementaires. Ensuite, les DDT, les DDPP de vos départements sont là pour éclaircir en détail tout ça. Je vais laisser du coup la parole à Alain Rochus de la DREAL. Oui, bonjour à toutes et tous. Eh ben, écoutez, on va commencer par cette slide où l'idée c'est de reprendre ici les principales réglementations qui s'appliquent à une installation de méthanisation. L'idée, c'est pas forcément de rentrer dans le détail de chaque réglementation, mais c'est que vous ayez une vision d'ensemble des différents champs réglementaires qui s'appliquent. Et l'idée, c'est de montrer que c'est une activité qui est plutôt bien encadrée. Donc, ce que vous avez probablement en tête, c'est qu'une installation de méthanisation, c'est une installation qui est classée au titre de la protection de l'environnement, quelle que soit sa taille. Le régime ICPE prévoit trois régimes. Le régime de la déclaration, de l'enregistrement et de l'autorisation. Le principal critère qui détermine ce régime, c'est avant tout le volume quotidien d'intrants qui est introduit dans l'installation. Donc jusqu'à 30 tonnes jour, c'est le régime de la déclaration. Entre 30 et 100, c'est l'enregistrement, et au-delà de 100, c'est l'autorisation. Ça, c'est vrai, ça s'applique à partir du moment où il n'y a pas de biodéchets carnés qui sont introduits. À partir du moment où il y a le premier kilo de déchets animaux et donc qui nécessite une hygiénisation, le régime de la déclaration ne peut pas s'impliquer. On est directement en enregistrement, voire en autorisation, si le volume incorporé est supérieur à 100 tonnes jour. Euh, et donc, ça nous amène sur l'autre réglementation, c'est de détenir un agrément sanitaire en cas de traitement de sous-produits animaux, donc délivré par la DDPP. Ce que j'ai pas dit au titre du CPE, c'est qu'il y a deux administrations qui encadrent ces installations. C'est plutôt la DREAL lorsqu'on va parler de méthanisation entre guillemets industrielle, et ce sera plutôt la DDPP lorsqu'on parlera de méthanisation agricole. Et donc, les DDPP s'occupent aussi de délivrer des agréments sanitaires en cas de traitement de sous-produits animaux, permettant de s'assurer que, il y a une bonne gestion de ces sous-produits particuliers, avec notamment une hygiénisation qui permet d'abattre le risque de développement de pathogènes. Ce sont des installations qui nécessitent un permis de construire. On en a fait un petit peu allusion tout à l'heure, ou la semaine dernière, à travers la distinction en zone agricole ou pas. Il y a aussi plusieurs réglementations qui encadrent l'épandage du digestat. Lorsqu'on a une installation qui est en injection, eh bien on a des appareils qui sont sous pression, et donc ils sont aussi soumis à une réglementation appareil à pression. Et puis, comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, donc le principal moteur économique d'une installation, c'est la vente de l'énergie produite, l'électricité ou le biométhane. Et donc, ce que j'ai pas précisé la semaine dernière, c'est qu'il y a aussi des contrôles périodiques euh, à faire réaliser par un organisme de contrôle agréé pour s'assurer qu'on est dans la bonne application du contrat d'achat, qu'on est bien en train de vendre de l'électricité qui provient du méthaniseur et pas du méthaniseur et d'une installation photovoltaïque par exemple, que les outils de comptage sont bien sont aux normes et sont vérifiés régulièrement, etc., etc. Voilà dans les grandes lignes les principales réglementations qui s'appliquent sur une installation de méthanisation. Merci Alain. Je peux Euh, peut-être préciser que j'ai oublié de préciser aussi sur la partie CPE. La distinction, les réglementations qui s'appliquent aux trois régimes, hein, déclaration, enregistrement, autorisation, c'est une réglementation qui est relativement proche. Ce qui distingue ces trois régimes, c'est la consultation du public. Une déclaration, il n'y en a pas. La consultation du public, elle va se faire plutôt à travers le permis de construire. Et en enregistrement, il y a une consultation publique dématérialisée. Et en autorisation, il y a une enquête publique. Et puis, une fois que lorsque l'installation est en service, lorsqu'elle est en enregistrement ou en autorisation, elle est suivie par l'administration, donc l'ADREAL ou la DDPP. Lorsque l'installation est sous le régime de la déclaration,
Elle doit faire appel à un organisme de contrôle agréé régulièrement qui va venir vérifier que la réglementation ICPE est bien appliquée sur le site. Voilà les principales différences qu'il peut y avoir entre ces trois régimes, mais les exigences en termes de sécurité sont globalement, en termes de sécurité et de suivi, sont globalement les mêmes. Merci Alain. Donc effectivement, hein, c'est des outils industriels qui sont réglementés, très encadrés. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là? N'hésitez pas, si vous avez quelques questions, éventuellement pour Alain. C'est le moment. Après, on passera au digesta et puis aux deux produits de la méthanisation, qui sont le biogaz et le digesta. Mais sur la réglementation, est-ce qu'il y a quelques questions? Il n'y a pas de main levée dans le chat. Je ne vois pas, je crois pas. Donc, du coup, on continue? Allez. Alors, euh, on va maintenant conclure sur la technique par une petite présentation de deux produits de la méthanisation. C'est vraiment deux produits, hein. Un produit agronomique qu'on appelle le digesta et un produit énergétique qui est le biogaz. Donc, vous voyez, je vais vous remettre cette petite diapo territoriale. On va tout de suite échanger sur le digesta. Donc, vous voyez, cette petite page suggère qu'il revient majoritairement au sol. Mais pour cela, et pour vous en dire plus, je laisse la parole à Jean-Paul Sauzet de la Chambre d'agriculture auvergnate. Ah, merci Guillaume. Euh, alors, au sujet du digesta, donc c'est le produit résiduel qui est obtenu après fermentation et production de gaz. Donc c'est la fraction facilement dégradable en fait qui a été dégradée par les bactéries. C'est de l'ordre de 40 à 60% selon la nature des intrants qui a été digéré et transformé en gaz. Le reste, c'est le digesta. Donc, la semaine dernière, il a été précisé que les technologies les plus répandues sont celles en voie liquide infiniment mélangée, c'est-à-dire qu'on apporte chaque jour la même quantité que ce qui ressort, et globalement, la matière reste et séjourne dans les digesteurs pendant 40 à 60 jours à 40 degrés en moyenne, l'ordre de grandeur, c'est ce qu'il faut retenir. Euh, ce digesta, il représente, oui, dans les digesteurs, donc on a à peu près 12% de matière sèche pour que cette matière puisse être brassée par des agitateurs. Donc à la sortie, on a un produit qui est liquide, hein, qui est plus liquide qu'à l'intérieur. On est plutôt en dessous de 10% de matière sèche. Parfois, vous entendrez parler de séparation de phase aussi, selon les unités de méthanisation. On a des unités qui préfèrent séparer une fraction plutôt liquide hein, euh, d'une part et solide de l'autre, souvent pour des questions logistiques et puis d'organisation du plan d'épandage. Mais on peut très bien, et c'est même la majorité des cas en région, épandre du digesta brut directement. Euh, voilà, et en matière de stockage sur site, c'est souvent la plus grosse cuve que vous verrez sur les sites de méthanisation qui contient les digestats. Donc après digestion, et selon les réglementations des zones où se situe l'unité de méthanisation, en application de la réglementation, ben, on a généralement plus de 6 mois de stockage, voire 8 mois. C'est ce qui va donner aussi de la souplesse pour l'organisation des travaux d'épandage quand on a des périodes un peu humides. Alors, que contient le digestat? Je rappelle, hein, on a seulement une fraction de la matière organique qui a été dégradée, et c'est que de la matière organique qui a été dégradée. C'est-à-dire que les éléments minéraux sont intacts et sont conservés dans le digestat par rapport à ce qui a été apporté au départ. On va retrouver le phosphore, la potasse, le magnésium, les oligo-éléments tels qu'ils sont rentrés en quantité et en qualité. Il y a une particularité concernant l'azote, c'est que les intrants contiennent essentiellement de l'azote organique qui n'est pas assimilable directement par les plantes. Et c'est le processus de méthanisation qui transforme une partie de cet azote organique en azote minéral de type ammoniacal. Et c'est la raison pour laquelle le digestat permet de remplacer les engrais. C'est ça l'explication. Engrais du commerce, généralement ammonitrate, euh, qui est utilisé au printemps pour le redémarrage de la végétation. Donc c'est tout l'intérêt de la méthanisation, c'est d'avoir cette fraction d'azote ammoniacal
qui va pouvoir se substituer aux engrais minéraux. Et une enquête qu'on a réalisée en 2024 avec mes collègues en région révèle que les économies d'engrais sont d'ordre de 50 à 100% selon les exploitations agricoles, grâce au retour au sol des digestats. Les marges de progrès sont donc considérables si la valorisation agronomique de ces matières est associée aux couverts en interculture, aux techniques culturales simplifiées, du matériel d'épandage performant, etc. C'est tout un système qui se met en place dès lors qu'on doit gérer des digestats pour avoir des systèmes agronomiques vertueux. Voilà, Guillaume. Merci Jean-Paul. Alors, il y avait une question, puis moi j'en avais une, donc, du moins je voulais vérifier avec vous. Là, je vais peut-être d'abord laisser la question à Madame Laurence Francard. Vous pouvez prendre la parole, Madame Francard? A priori, c'est sur le phosphate. Sur, Oui, vous bonjour Madame. m'entendez? Oui, 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 on vous bonjour. entend. Moi, c'était par rapport, est-ce que du coup, dans l'engrais, il y a du phosphate ou pas? Parce qu'on parle du nitrate, mais est-ce que du coup, on arrive quand même à retrouver du phosphate en grande quantité ou pas? Bah, c'est les quantités contenues dans les intrants. C'est-à-dire que le phosphore qui va être, c'est un produit minéral, donc il ressortira en quantité par rapport à ce qui a été apporté. D'accord. Ok, parce que c'est ce qui va manquer aussi bientôt dans l'avenir, Bien sûr. l'apport de phosphore. Donc, si on peut récupérer du phosphore, enfin du phosphate transformé par la méthanisation, c'est d'autant plus intéressant. Peut-être qu'un des moyens, c'est d'incorporer des substrats extérieurs à la ferme. Non, me tourne vers Jean-Paul et Laurent avec les biodéchets qui Ouais. peuvent apporter des C'est phosphates. c'est- c'est tout l'intérêt de mettre en pratique ce retour au sol de la partie fermentescible des ordures ménagères qui sinon ne boucle pas le cycle de retour au sol de produits d'origine alimentaire, souvent. Et là, ça permet effectivement d'être dans la logique de l'économie circulaire et de fermer les cycles. Ça vaut pour l'azote, bien sûr, mais ça vaut aussi pour tous les autres éléments minéraux, et notamment ce soir qui est quand même très recherché. Alors, en fermant les cycles, on diminue fortement les importations. On a répondu à votre question, Madame Francard? C'est tout Oui, bon? oui, 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 c'est bon. Ok, eh Hein. ben, parfait. Moi, je voulais vérifier avec vous, hein. Jean-Paul, tu citais qu'il y avait une majorité ensuite d'azote sous forme minérale, d'ammoniac. C'est quand même utile, ça, pour les exploitations qui se convertissent en bio, qui n'ont plus le droit d'acheter d'azote minéral, de retrouver finalement de l'azote enfin, une grande quantité d'azote sous forme minérale avec les digestats. Alors, parmi les agriculteurs qui s'engagent dans la méthanisation, on en a une partie qui sont en agriculture biologique parce que, effectivement, comme tu le dis, Euh, non seulement l'offre d'engrais minéraux est très est difficilement utilisable pour les agriculteurs en bio et en azote organique du commerce, c'est excessivement cher. Donc ça permet de produire son propre engrais Voilà. organique et minéral. Donc, c'est de l'engrais minéral, mais sous statut organique. Enfin, Tout à ça fait. reste au niveau statut unique, un engrais organique avec des formes minérales d'azote. Très bien, merci. Pour juste être tout à fait clair, hein, Jean-Paul citait 40 à 50% de la matière organique qui est dégradée, effectivement. Après, ce qui n'est pas dégradé, c'est donc l'azote, le phosphore, le potassium et aussi l'eau, hein. Donc, c'est pour ça que, en fait, quand vous rentrez 100 tonnes de matière brute dans un digesteur, généralement, vous en ressentez 90 tonnes à épandre. Voilà, parce que majoritairement, il y a beaucoup Bon. d'eau dans les intrants. Alors, je Parfait. sais pas si, excuse-moi Oui. Guillaume, je ne sais pas s'il y a que moi, mais le son est très mauvais quand tu parles. C'est Ah, uniquement pour moi ou... est-ce que vous m'entendez bien? Non, pareil pour moi, ça coupe aussi de temps en temps. Ah, ok. Attends, c'est un nouveau casque. Ok. Bah, écoutez, je vais faire attention. Sinon, j'enlèverai le casque, mais je ne sais pas si ça va être mieux. Je vais essayer d'enlever le casque. Vous me dites, voilà. Est-ce que c'est mieux? Vous Non. m'entendez? On va voir avec Ah, le temps, mais ça n'a pas l'air flagrant. bon, le casque. Vous m'entendez? Oui, oui, c'est bon. Ok. Ouais. Bah, du coup, bon, pourtant le casque est neuf, mais ok. Ben, désolé, je vais essayer de faire attention. Alors, c'est tout sur le Digesta. Il y a plus de questions? A priori, non. Je vois pas de main levée non plus. Alors, on va passer
tout de suite à la valorisation du biogaz. Le deuxième produit, c'est le biogaz. Donc, le biogaz, il peut être valorisé de trois manières. Historiquement, il était valorisé, comme la flèche de droite l'indique, par simplement un passage en chaudière et il était brûlé pour produire de la chaleur. Voilà, ça c'est une filière historique. On va voir qu'elle existe toujours d'ailleurs encore en région. Ensuite, il y a une lorsque la filière a décollé, on a beaucoup valorisé, dans les années 2010, enfin 2009 même, on a beaucoup valorisé le biogaz en le faisant passer dans un moteur de cogénération. On va vous en parler tout à l'heure, et qui qui permet de produire de l'électricité et aussi là aussi de la chaleur. Mais la filière aujourd'hui qui est en pleine expansion, c'est la filière qui suit la flèche gauche. Là, vous faites passer le biogaz. Le biogaz, je vous le rappelle, c'est un mélange de méthane, 55%, mais beaucoup de CO2 aussi, beaucoup d'eau. Voilà, et vous faites donc se passer ce biogaz dans un épurateur qui permet ensuite d'obtenir du biométhane, c'est-à-dire finalement du biogaz à 80, plus de 97% de méthane. Et ensuite, vous le valorisez en l'injectant en général dans les réseaux de distribution ou de transport. Mais il peut y avoir aussi des alternatives à la marge. Voilà les différentes valorisations du biogaz. On va en reparler un peu plus en détail maintenant. Est-ce que ça va mieux niveau micro ou pas du tout? Il n'y a pas de changement? C'est passable, on va dire. Ok. Eh ben, Des écoutez, toutes petites micro-coupures, mais voilà, si tu parles pas ok, trop vite, bon, on comprend. ça marche. Eh ben, je vais profiter de l'intervention maintenant de Laurent. Ah non, c'est encore à moi, excusez-moi du coup. Donc, je vais finir avec cette diapo-là. Alors, vous voyez, hein, en région, que, le parc de méthanisation, et donc 152 unités de méthanisation au 31 décembre, on est majoritairement, vous voyez sur le graphe, la dernière colonne, majoritairement nombre d'unités avec des unités en cogénération qui sont beaucoup développées dans les années entre 2008 et 2014, enfin, et même 2019 d'ailleurs. La deuxième grande typologie d'unité en termes de valorisation de gaz, c'est l'injection du méthane avec 53 unités. Et puis, on a toujours une petite vingtaine d'unités qui sont en valorisation thermique. Alors, notamment, c'est généralement des bouts des stations adossées à des steppes industrielles ou de collectivités. La chaleur est utilisée pour chauffer des locaux, voire pour sécher, contribuer à sécher les bouts. Voilà, en termes de production, hein, de gigawattheures produits hein, en région, à peu, voilà, en 2023, on était en équivalent d'énergie produite par le biogaz à assurer les besoins énergétiques d'environ 150 000 foyers en logement neuf. 150 000 foyers en logement neuf. Les deux tiers en une unité, en nombre d'unités, elles sont pas majoritaires loin de là, mais en énergie, elles représentent les deux tiers de la production d'énergie. Ce sont les unités en injection de biométhane qui ont produit 504 gigawattheures de biométhane. On est à peu près à l'équivalent de 1% de la consommation régionale, avec des variantes en région, notamment dans l'Allier, où 5, plus de 5% de la consommation du département est couvert par le biogaz. Je vous rappelle que l'objectif là, de l'injection de biométhane, c'est en horizon 2030 ou 2035, j'ai plus exactement la date en tête, d'avoir 10% des consommations assurées par le biométhane. On en est aujourd'hui qu'à 1%. Et puis, un petit tiers de la production de gigawattheures de biogaz est issue de l'électricité. Voilà, l'électricité, dont une bonne moitié d'ailleurs provient non pas vraiment d'unités de méthanisation, mais de structures de gaz de récupération sur des ordures ménagères. Voilà, en gros, la structure de la filière en région, enfin du parc de méthanisation en région en termes de valorisation énergétique. On va passer à la cogénération et à l'injection de biométhane, et puis après, on prendra quelques questions. Laurent, je te laisse la main. En attendant, je vais essayer de résoudre mon problème. Merci Guillaume. Donc, je vais vous présenter un petit peu le modèle économique autour de la cogénération. Donc, comme Guillaume l'a dit, on produit à la fois de l'électricité et de la chaleur. Le principe, c'est qu'on va avoir un moteur similaire à un moteur de camion qui va brûler le biogaz comme carburant. Et au niveau du moteur, on va inclure une turbine qui va produire l'électricité. En termes de rendement, on va avoir à peu près 37% du biogaz qui va pouvoir être valorisé sous forme d'électricité et 45 à 50% sous forme de chaleur. Du coup, sur l'ensemble de la molécule produite de CH4 avec la cogénération, on va pouvoir en valoriser à peu près 85%. Donc,
Au niveau de l'électricité, la valorisation économique passe par un tarif d'achat réglementé. Donc c'est un contrat qui peut durer jusqu'à 20 ans et en fait qui est plafonné à 140 000 heures de production. Et donc c'est ce qui permet c'est ce qui a permis l'investissement dans la cogénération puisque les agriculteurs avaient une visibilité justement pour vendre l'électricité produite sur cette période de 20 ans. Au niveau de la chaleur, la valorisation est plus compliquée. Il y a toujours une partie de cette chaleur qui va permettre de chauffer le process puisque les cuves, on les maintient aux alentours de 40 degrés. Et en fonction des exploitations ou du lieu d'implantation de l'unité, on va pouvoir avoir d'autres valorisations sur la chaleur. Ça peut être pour les bâtiments de la ferme, ça peut être pour du séchage de fourrage. On a aussi des unités dont la chaleur sert à chauffer un lycée, notamment dans la Loire. Donc, la cogénération, c'est caractérisé aussi par des unités plus petites qu'en injection. Donc, on est aux alentours de 200 kilowatts électriques, ce qui correspond à la fourniture d'électricité de 330 foyers à peu près. Et si on faisait un rapport par rapport à l'injection, ça équivaut à une taille moyenne de 50 normaux. La réalité aujourd'hui, avec une filière qui s'est tournée vers le biométhane, on a une rentabilité pour de nouveaux projets qui devient compliquée et qui va nécessiter une valorisation complète de la chaleur pour pouvoir être rentable au niveau économique. Sur les données qui sont apparues en bas de la diapositive, vous voyez que sur un projet classique avec une valorisation moyenne de la chaleur, et ben du coup, on a un site qui devient déficitaire. C'est pour ça que, notamment, depuis 2-3 ans, on n'a plus de nouvelles cogénérations. La filière, aujourd'hui, les nouveaux projets s'orientent exclusivement, en tout cas pour les projets agricoles, vers du biométhane. Merci Laurent. Euh, du coup, là, je fais le test sans micro. Alors, verdict. Bon, on t'entend bien, je pense mieux même. Ok, Ouais. allez, bah on va rester comme ça marche. Oui, effectivement, la filière de cogénération aujourd'hui est, on va dire, au point mort, hein. Et puis, vous pourrez noter, je sais plus, je crois pas que tu l'as cité, mais en termes de valorisation énergétique, en fait, on a constaté qu'en cogénération, c'était l'électricité, bien souvent, qui était uniquement valorisée. Très peu de projets sont arrivés à valoriser, à valoriser la chaleur. Et donc, on a une efficacité énergétique qui est autour de un peu moins de 50%. Voilà, sur 100 mégawattheures qui rentrent dans ce moteur-là, il y a 50, un peu moins de 50 kilowattheures qui sont valorisés majoritairement en électricité. Il y a quand même des beaux projets qui existent en région avec de la valorisation chaleur, hein, tu l'as cité, Laurent. OK. Donc là, maintenant, si on passe à quelques éléments sur l'autre façon, majoritairement, enfin, qui se développe et est prépondérant aujourd'hui dans la valorisation du biogaz, c'est l'injection biométhane. Simplement quelques points. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, le biogaz dans l'injection biométhane, à la différence de la cogénération, on ne le fait pas passer dans un moteur, hein. On va l'épurer. On va l'épurer et ensuite, cette épuration, à l'issue de cette épuration, on obtient du biométhane. Voilà, faut bien distinguer le terme biogaz de biométhane. Et le biométhane, on est à 95 voire 97% de CH4 minimum. Ce biométhane, avant d'être injecté dans le réseau de distribution en général, il est, il est, il passe dans le poste d'injection. Le poste d'injection, ça appartient pas au méthaniseur ou à l'exploitant de méthanisation, il le loue à GRDF. Et ce poste d'injection, il a trois fonctions. Une fonction d'odoriser le gaz, le méthane, le gaz naturel doit être odorisé. Naturellement, il n'a pas d'odeur. Donc, on l'odorise, on contrôle sa qualité et puis on le compte dans ce poste d'injection. Voilà. Et ensuite, eh bien, il est injecté dans le réseau de distribution pour ensuite servir soit à vous chauffer, soit à la mobilité, voilà, différentes possibilités.
Généralement, il peut exister le fait qu'il ne soit pas injecté directement, mais mais amené vers le réseau par un camion. Ça commence à se développer. Le modèle économique reste encore à assurer, mais techniquement, ça c'est au point. Il y a même eu un cas de livraison de biométhane, un ou plusieurs d'ailleurs, mais enfin en Auvergne-Rhône-Alpes, un de biométhane directement à des usines. Voilà. Et pour information, donc, comme le disait Laurent, hein, les unités de méthanisation en injection de biométhane sont d'une taille beaucoup plus conséquente que les unités de cogénération. Vous voyez, on était sur 300 à 400 foyers en termes de quantité d'énergie permis par une unité de cogénération, alors que pour une unité d'injection de biométhane, eh bien, quand vous l'avez sur votre territoire, elle permet d'assurer les besoins énergétiques on va dire, d'environ 2000 foyers en fonction de sa taille, d'environ 2300 foyers pour la moyenne agricole. Donc, c'est quand même beaucoup plus conséquent que l'impact énergétique d'une cogénération. Et puis, le rendement, effectivement, d'énergie est beaucoup plus élevé, 95%, hein, c'est-à-dire que quand vous passez 100 mégawattheures dans l'épurateur, il en revient 95 mégawattheures dans le réseau de distribution. Après, voilà, on part du principe qu'il n'y a pas de fuite ensuite dans le réseau de distribution et que tout est valorisé ensuite, soit des usages. Au niveau économique, aujourd'hui, le vente de biométhane, elle se fait de très majoritairement, hein, et ça va continuer, avec un tarif réglementé en obligation d'achat pour les unités inférieures à 25 gigawattheures néanmoins. Si vous dépassez 25 gigawattheures, vous n'avez plus accès à ce tarif réglementé avec obligation d'achat. Là, on avait parlé au premier webinaire, euh, qui est ici. Vous voyez, c'est des tarifs qui s'élèvent entre 175 euros le mégawattheure à 117 euros le mégawattheure, qui sont décroissants en fonction de la taille de l'unité en abscisse et qui peuvent être pour une même taille un petit peu différents en fonction des intrants, notamment de la proportion d'effluents d'élevage dans ces intrants-là. C'est des tarifs donc, qui sont garantis sur 15 ans et qui sont plus élevés que le tarif du gaz naturel qu'on achète sur le marché international, qui est aujourd'hui à peu près à 35 euros le mégawattheure. Le delta, c'est l'État, c'est-à-dire c'est le citoyen lambda qui le finance. Donc cette obligation d'achat, c'est la grande majorité des unités de méthanisation. Aujourd'hui, en Auvergne-Rhône-Alpes, la grande majorité continuant à être inférieure à 25 gigawattheures. Pour le moment, ça restera sans doute très majoritaire comme modalité de vente du biométhane, mais depuis quelques mois, il est possible aussi de vendre du biométhane différemment à travers un BPA, Biogas Purchase Agreement. Derrière ce terme-là, c'est simplement un contrat de droit privé. Voilà, c'est un contrat de droit privé entre un producteur de biométhane et un acheteur. Alors en fait, hein, c'est la traduction rapide. Il s'avère que concrètement, c'est entre un producteur qui quand même s'appuie sur un fournisseur pour livrer à un consommateur effectivement identifié en termes de contrat. Mais il y a toujours quand même un fournisseur pour équilibrer le réseau, notamment de gaz. Et ces BPA, ils vont avoir vocation quand même à prendre une certaine place, hein, parce que notamment les unités peuvent augmenter de taille quand même, aller au-delà de 25 gigawattheures. Hein, ça existe ailleurs qu'en Auvergne-Rhône-Alpes. En Auvergne-Rhône-Alpes, mais ce que je n'ai pas regardé, mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait de plus de 25 gigawattheures. Ailleurs en France, oui, il y en a. Et par ailleurs, il faut savoir que il va y avoir au fil des années là quand même une évolution de la charge de développement de la méthanisation qui aujourd'hui repose principalement sur le citoyen lambda pour passer sur le consommateur. Et comment? Avec un décret qui vient de sortir qui instaure le mécanisme des certificats de production de biogaz, CPB. Le CPB, c'est simplement une obligation pour un fournisseur de gaz de montrer à l'État qu'il a acheté du biométhane et ce biométhane est associé à un CPB qui remonte à l'État, sinon il y a une amende. Et en contrepartie, il sera obligé dans les années à venir de fournir aux consommateurs des offres mélangeant du gaz naturel non renouvelable avec du gaz renouvelable. Voilà. Et les CPB, le tarif des CPB sera aussi plus élevé. Enfin, ce qu'il va acheter, c'est la molécule, le mégawattheure. Le mégawattheure sera aussi plus élevé que le mégawattheure acheté du gaz fossile. Et le delta, là, va être financé par le consommateur de gaz. Donc les CPB, c'est en lien avec les plus grands fournisseurs de gaz en France. Et
ils ont une obligation depuis cet été de remonter des CPB à l'État, c'est-à-dire finalement d'acheter en direct des mégawattheures de biométhane. On y reviendra si vous souhaitez un peu plus de détails là-dessus, sachant que quand même, aujourd'hui, en région, on reste sur le tarif réglementaire d'obligation d'achat et que aujourd'hui, il n'y a pas de signaux. Alain, tu me contrediras si tu as eu des infos autres, mais de signaux comme quoi que ça se serait abrogé prochainement. Donc, on restera quand même majoritairement sur une obligation d'achat. Alors, une unité à injection biométhane, c'est à peu près, voilà, quelques exemples. On a voulu vous donner quelques chiffres aussi. Alors, je vais pas m'attarder à vous les détailler tous, mais voilà, 73 normomètres cubeurs, c'est à peu près 1200 foyers. Vous voyez, à peu près 3 fois plus gros qu'une unité moyenne de cogénération. Eh bien, c'est basé, là, on l'a adossé à 12 000 tonnes d'intrants, pardon, dont des biodéchets des intercultures. C'est quand même un investissement onéreux, environ 4 à 4 millions et demi d'euros. Mais effectivement, quand on enlève quand on prend le chiffre d'affaires, qu'on enlève les charges, les EBE, l'annuité, on obtient un revenu disponible autour de 120 000 euros. Alors, ne prenez pas le chiffre pour acquis, hein, c'est voilà, c'est des approches. Ce revenu disponible, après, ben, il va servir à investir dans l'unité, puis à se partager à être partagé avec les actionnaires qui généralement sont plus nombreux que dans une unité de cogénération, environ 5 à 10 actionnaires dans les injections biométhane. C'est très onéreux dans l'investissement et donc il y a généralement des tiers investisseurs. Voilà un autre exemple d'économie de projet pour une unité en injection biométhane plus grosse, 150 newtons normaux cube heure, 2500 foyers en termes de fourniture d'énergie. Et bien là, on est à un investissement de 7 millions d'euros et on est à un revenu disponible à environ de 200 000 euros en moyenne. Voilà. Alors, du coup, on a terminé sur les aspects produits de la méthanisation, biogaz et digestat. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai l'impression qu'il y a quelques questions. Alors, euh, OK. Est-ce qu'une augmentation du prix de rachat d'électricité est envisagée dans l'avenir pour la cogénération? Alors, eh bien, écoutez, Madame Durand, je renvoie la question à Alain, qui représente l'administration. Ouais, à la connaissance d'Edréal, il y a des négociations qui sont en cours. Voilà. Mais rien qui a été publié actuellement. Peut-être que Laurent Straub, de ton côté, via le réseau des agriculteurs méthaniseurs de France, vous avez aussi des retours. Et ton micro est coupé, Laurent. Ton micro Ton est coupé, micro est Laurent. coupé, Je t'entends Laurent. pas. Pardon. Le- Pour le moment, j'ai l'impression que c'est un petit peu au point mort parce qu'il y a eu plusieurs demandes de la part de l'Association des agriculteurs de France et on a plutôt eu un retour négatif sur les propositions qui ont été faites pour justement revaloriser le tarif. Et là, on s'organise pour faire une nouvelle demande. Il y a une légère revalorisation avec l'inflation de mémoire, mais ça ne suffit Alors, pas. il y a eu une revalorisation en 2022 comme pour les tarifs injection. Après, il n'y a pas eu la même revalorisation sur l'inflation entre le biométhane et la cogénération. Et donc ça, même la Creux l'a reconnu que le tarif n'était plus en adéquation avec le contexte inflation. Et les unités en fonctionnement aujourd'hui, même si elles bénéficient d'un tarif d'avant qui était peut-être un peu plus élevé, sont en difficulté hein, quand même pour un certain nombre. Bah, du coup, oui, ça impacte le fonctionnement des sites existants, en plus d'avoir mis un petit peu un arrêt sur ces projets qui ont souvent une forte empreinte agricole avec le traitement des effluents d'élevage. Donc, c'est aujourd'hui la situation de la cogénération est même préoccupante. Donc, si vous avez des projets de cogénération au sein de la collectivité, voilà, il faut vraiment l'étudier finement au niveau économique. Je, alors, Monsieur Perrin, je vous laisse vous présenter, puis est-ce que vous pouvez poser en direct votre question? Philippe Barberon, maire de Péray. Oui, il y a une méthode pour laver le biogaz, c'est avec de l'eau. Et Alors, le vous êtes le maire de Bourdillon, c'est ça? Ah Non, de non, Péray, de, dans la ah, Drôme. ah oui, Perrin, ok, Voilà, voilà. pardon. Il y a une méthode qui consiste à laver le biogaz avec de l'eau. Que devient l'acide carbonique qui en résulte? Alors, là, c'est pour l'épuration, c'est ça? Pour Le lavage à l'épuration, l'eau. oui. Oui. Ok.
Donc ça, alors là-dessus, nous, on n'a pas ça en région, à ma connaissance. Laurent, tu confirmes, en tout cas, a Alors, priori, le lavage aux amines, le lavage à l'eau, on n'a que de l'épuration membranaire. oui, alors c'est le lavage à l'eau, oui, c'est très peu représenté. Et là, moi, je peux pas vous dire du coup pour l'acide carbonique. Après, je peux vous répondre à l'issue du webinaire en faisant des recherches. Mais c'est essentiellement, oui, le système membranaire du coup qui est utilisé pour épurer le biogaz. L'acide carbonique, c'est-à-dire le gaz carbonique, c'est ça? Non? En fait, c'est le CO2 qui se retrouve lavé dans Le l'eau. Avec On CO2, fait hein. H2O, ouais. confronter des Voilà. flux de biogaz à un flux d'eau qui permet de séparer le CH4 du CO2. Voilà, c'est le C'est CO2. Alors par contre, c'est un dans problème, l'épuration, oui. pardon, c'est un problème il y a quelques années, c'est pour ça, je ne connaissais pas les autres méthodes. Ouais. Alors dans l'épuration membranaire, faut savoir que le CO2, il est du coup, il passe pas en injection. Une fois que c'est épuré, il est renvoyé dans l'air. Et aujourd'hui, elle se développe aussi il y a tout un dynamisme autour de récupérer ce CO2. Donc il y a pas mal d'unités là qui sont en projet. On a au moins une en région, peut-être même deux, Laurent, non, qui récupèrent le CO2. CO2 qu'on Il appelle y en a une en biogénique. fonctionnement, une deuxième en deuxième en Voilà. projet. Et donc, l'idée, c'est de récupérer le CO2 pour pouvoir le valoriser dans l'industrie. Donc, on peut faire du CO2 soit de qualité industrielle, soit de qualité alimentaire. Et même quand on relâche le CO2 directement dans l'atmosphère, faut considérer que c'est du CO2 qui s'intègre dans le cycle biogénique. C'est du CO2 qui était absorbé par les plantes au départ et qui s'est retrouvé dans le déchet et relâché à l'atmosphère. Donc, on n'émet pas du CO2, il s'intègre dans le cycle biogénique. Et puis, effectivement, le CO2, c'est un CO2 de cycle court. C'est pas un CO2 de gaz fossile qui était stocké dans le sol depuis des millions d'années. Là, c'est du CO2 qui est issu de la matière organique, du fumier, etc. Mais néanmoins, du coup, effectivement, il y a une volonté de récupérer ce CO2 pour le maraîchage, l'industrie agroalimentaire, etc. Est-ce que ça a répondu à votre question, monsieur Oui, oui, ça répond à ma question, pas de problème. un euro? Ok, bah Merci, parfait. merci. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou on continue? Je vois que le chat, mais je vois pas s'il y a des mains levées. Il n'y a pas de mains levées? Ok, allez. Eh bien, écoutez, on continue. Alors, sur la technique, voilà. Après, on peut en discuter. Vous hésitez, vous verrez, vous pourrez nous contacter après facilement. Euh, et pour approfondir les éléments, on est à votre disposition. Eh bien, écoutez, maintenant, on va sortir de la technique et puis parler plus macro des intérêts de la méthanisation pour le territoire. Alors, la première diapo est un peu dense. C'est une infographie de l'ADEME qui a voulu concentrer un petit peu les impacts, les retombées pour les territoires. Alors, on va la décrire, cette diapo, avec les champs d'agriculture sur la partie agricole. Et puis, normalement, il y a Jean-Jacques, normalement, vous vouliez faire un petit peu sur la mobilité, hein, je crois, on s'était dit. On va voir, Oui, oui, un petit peu, un petit peu. ah, Et puis sur le rôle des syndicats dans ce voilà, là-dedans. secteur. Et ben du coup, super. Alors, tout d'abord, hein, donc effectivement, la méthanisation, quelle retombée pour les territoires? Et puis on vous dira aussi une autre retombée pour les territoires dans une diapo d'après, qui est tout nouveau, toute nouvelle, pardon. D'abord, c'est quand même un outil de traitement de vos biodéchets, des biodéchets des collectivités, comme l'aile compost, voilà, le compostage. Donc, ce sont les deux filières qui permettent de valoriser les biodéchets. En pleine campagne, généralement, c'est le compostage qui est privilégié, mais dans les milieux urbains ou semi-urbains, eh bien, un certain nombre de projets, et même certains sont en fonctionnement, mes collègues peut-être pourront préciser, euh, des biodéchets que les collectivités aujourd'hui ont comme obligation comment dire, d'encourager d'encourager leur, euh, enfin leurs citoyens à trier, parce qu'il y a une obligation de fournir des possibilités de tri de ces biodéchets. Eh bien, ces biodéchets ensuite vont soit en compostage, soit il y a des collectes sélectives et on peut donc les mettre en méthanisation. Je ne vous cache pas que le compostage et la méthanisation sont deux éléments vertueux. La méthanisation permettant peut-être en plus d'une valorisation énergétique de ces biodéchets qui ensuite se retrouvent aussi dans les digestats. Voilà, vous avez par exemple une collectivité comme Arles-Isère, en Isère, qui valorise ses biodéchets, en Isère, pardon, en Savoie, qui valorise ses biodéchets dans une unité de méthanisation, et il y en a au moins deux autres,
là-dessus, c'est pareil. En tant que collectivité, si vous voulez des relais sur ces thèmes-là, on est là pour ça. Je n'ai pas en tête tout ce qui se passe en région, mais on a tout ce qu'il faut en termes de données sur nos différentes documentations. Alors, ensuite, au-delà l'utilité d'une méthaniseur pour traiter les biodéchets d'une collectivité, vous avez vu, je pense, j'ai pas besoin de vous le décrire, l'aspect économie circulaire du coup qui se met en place. Eh bien, vous voyez, 15 à 20% des matières introduites en région, au niveau national, sont d'ailleurs des biodéchets dans les méthaniseurs. Aujourd'hui, en région, on est à 17%. 17% en région de biodéchets dans les méthaniseurs en moyenne. Hein. C'est sur le méthaniseur moyen d'Auvergne-Rhône-Alpes. Eh bien, principalement, hein, c'est quand même pas des biodéchets de collectivité, hein, c'est des biodéchets d'industrie agroalimentaire. Hein. Eh bien, effectivement, après, ces biodéchets, ben, les méthaniseurs, voilà, ils servent, comme on vous l'a dit, à chauffer les, euh, les maisons ou donc, du coup, aussi, peut-être quelques mots sur la mobilité. Jean-Jacques? Oui, Jean-Jacques? Ouais. oui, bonjour à toutes et à tous, Jean-Jacques Cadet, directeur du syndicat d'énergie de la Drôme. Effectivement, un petit mot sur la mobilité et les conséquences aussi sur les réseaux de gaz. Donc juste un petit mot pour rappeler que les syndicats d'énergie sont autorités organisatrices de la distribution de gaz, que les réseaux de distribution de gaz sont la propriété des collectivités et que, bien évidemment, toutes les productions locales, comme vous l'avez indiqué, que sont les méthaniseurs, sont branchées le plus souvent sur les réseaux de distribution. Euh, une des problématiques que l'on peut effectivement avoir sur la consommation en fait de ces productions de gaz renouvelables, c'est la problématique de la saisonnalité, puisqu'effectivement, on a beaucoup plus d'utilité sur du gaz sur les périodes hivernales que pendant l'été. Et donc, il y a un débouché très intéressant concernant effectivement la mobilité au niveau du biogaz, puisque ben, ça permet effectivement aussi de régler cette problématique-là. Donc aujourd'hui, un certain nombre de stations sont en service dans la région et dans la Drôme par rapport justement à cette production de GNV notamment. Mais globalement, c'est intéressant de pouvoir lier le méthaniseur et la production de gaz renouvelable avec un système de utilisation en biocarburant aussi par rapport à ce que je viens de dire par rapport au réseau et aux capacités en fait d'évacuation de la production de gaz décentralisée. Merci Jean-Jacques. Et du coup, donc voilà, une utilité pour les territoires pour traiter des biodéchets, pour fournir de l'énergie renouvelable et de la mobilité au sein du territoire. Et là-dessus, vous verrez, hein, les collectivités qui interviennent à la table ronde le 17 octobre, elles vous en parleront concrètement de ces aspects, notamment mobilité avec tout un travail pour développer le bio-GNV localement. Et puis, ben, des objectifs. Enfin, ça permet aussi au territoire d'atteindre ben, des objectifs PCAET, hein, parce que, entre autres, le biogaz émet quand même beaucoup moins de gaz à effet de serre que le gaz d'origine fossile. On estime entre 6 à 8 fois moins de gaz à effet de serre que le gaz d'origine fossile. Et ça, on va vous en reparler un tout petit peu plus en détail avec Alain dans une diapo. Avant, je vais laisser la parole aux chambres d'agriculture qui vont parler de l'impact sur l'agriculture, de la méthanisation de l'agriculture de vos territoires. Oui, alors si on veut résumer, pour les agriculteurs, on a vu que pour l'essentiel, c'est des exploitations d'élevage. Euh, donc, en résumé, en apportant des matières, que ce soit des effluents d'élevage ou des productions végétales, en apportant du temps de travail, des capitaux et des surfaces d'épandage, les agriculteurs qui sont engagés dans la méthanisation gagnent en autonomie pour les engrais, comme on l'a vu, arrivent à baisser les charges, notamment de stockage d'effluents d'élevage, charges d'engrais. Certains arrivent à mieux maîtriser l'enherbement également, avec du fumier, par exemple, méthanisé plutôt que épandu directement. Donc, on a un effet de destruction des mauvaises herbes. Euh, on a vu qu'en cogénération, les agriculteurs pouvaient autoconsommer la chaleur. Certains autoconsomment du carburant. Et donc, on rémunère aussi du travail des agriculteurs et, cerise sur le gâteau, on réduit à hauteur de 70%, il y a une étude qui a été faite, les émissions de gaz à effet de serre des systèmes d'élevage.
on peut espérer dans un avenir proche que ces gains en émissions de gaz à effet de serre puissent être rémunérés pour services rendus à la collectivité. Voilà. Merci. Et au-delà de soutenir l'agriculture, hein, c'est globalement un moteur économique, hein, la méthanisation au niveau national. C'est 4 400 emplois non délocalisables en France. Et puis une unité de méthanisation en moyenne en région, quand on envoie, nous on envoie des enquêtes chaque année là avec Ambition Biogaz 2028 aux méthaniseurs dans le cadre de leurs obligations réglementaires, on constate que en moyenne c'est un besoin de 0,8 ETP constamment sur l'unité toute l'année. Et puis avant, il a fallu aussi faire travailler les maçons, faire travailler des plombiers, des plombiers et des maçons qui sont généralement issus du territoire. Voilà, donc c'est quand même aussi un moteur économique pour le territoire. Je, on va juste vous reparler de ces émissions de gaz à effet de serre. Alain, je te laisse la parole. Ouais, merci Guillaume. Effectivement, une slide pour aborder avec vous Pardon. l'impact sur le climat d'une installation de méthanisation. Il est effectivement légitime de se poser la question de quel est l'impact de ces installations, puisque comme ça vient d'être évoqué, il va falloir construire l'unité, ça va nécessiter du béton, il va falloir transporter les intrants, en produire, etc. Et la meilleure façon d'aborder l'impact sur le climat pour une installation, c'est de recourir à ce que l'on appelle l'analyse du cycle de vie, donc qui est une méthode qui est cadrée et codifiée. L'INRA et Transfer, donc c'est une filiale de l'INRA, a réalisé une analyse de cycle de vie sur la méthanisation en injection en 2021. Et je vous ai affiché ici sur la slide les résultats de l'analyse de cycle de vie d'une méthanisation qui s'insère en système élevage. De toute façon, qu'ils ont fait la même chose en système plutôt culture. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en système élevage? C'est-à-dire que c'est une méthanisation qui était adossée à plusieurs exploitations d'élevage. Les effluents d'élevage représentent une part majoritaire des intrants, mais ce ne sont pas les uniques intrants dans la ration que je n'ai pas réaffiché là pour alourdir la diapo. On consomme aussi un petit peu de cive, un petit peu de biodéchets. Voilà. Et donc au final, eh bien, les résultats concluent à une réduction de l'impact de gaz à effet de serre de 71% lorsqu'un méthaniseur s'insère dans ces systèmes-là. Dans les grandes lignes, vous avez donc sur le graphe l'impact gaz à effet de serre d'un scénario qui serait sans méthanisation. Donc un scénario sans méthanisation, ça veut dire que on consomme du gaz fossile. L'agriculteur gère ses effluents d'élevage de façon classique. Et quand je dis de façon classique, ça veut dire voilà, on sort les effluents des bâtiments. Ils sont bien généralement stockés plusieurs mois en bout de bâtiment sur des plateformes, voire au champ. Et ils sont épandus sur des périodes bien précises de l'année sur les parcelles agricoles. Et en fait, eh bien, il y a des émissions de gaz à effet de serre lorsque ces effluents sont en phase de stockage. Et quand on est dans un scénario avec méthanisation, mais en fait, qu'est-ce qu'ils font les agriculteurs ou les éleveurs? C'est-à-dire qu'ils transfèrent des effluents d'élevage sur le site de méthanisation et pour éviter de perdre en pouvoir méthanogène, en fait, ces effluents vont être incorporés régulièrement dans le méthaniseur, donc à l'échelle d'une semaine ou sous 15 jours. Et donc ces émissions-là, liées à ce qu'on appelle la gestion des effluents, qui apparaît en bleu clair, elle est beaucoup plus faible dans un scénario avec méthanisation qu'un un scénario sans méthanisation. Et puis tout à l'heure, Jean-Paul Sauzet a évoqué les gains en fertilisants que l'on peut avoir grâce à l'amélioration de l'efficacité de l'azote. Donc en scénario sans méthanisation, mais là, ils ont tenu compte d'achats de compléments de fertilisants par les agriculteurs, les éleveurs, que l'on ne retrouve plus à droite dans le scénario avec méthanisation parce ils ont eu ces gains sur les fertilisants. Et fabriquer des fertilisants, ça émet des gaz à effet de serre. J'ai parlé de l'évitement des gaz à effet de serre dans le traitement des effluents en scénario classique. Il y a aussi des émissions de gaz à effet de serre dans la gestion du digestat, c'est ce qui apparaît en orange. Voilà, mais on voit qu'ils sont moindres en scénario avec méthanisation, sous réserve bien entendu de respecter les bonnes pratiques d'usage, de gestion et d'épandage de ces digestats. Voilà. Et puis donc en violet, c'est donc l'utilisation du gaz fossile à gauche. À droite, on n'utilise plus de gaz fossile, mais vous remarquez qu'il y a effectivement encore un petit encart violet. Ça correspond en fait ce
qu'on a évoqué aussi tout à l'heure, c'est la perte de biogaz qu'il pourrait y avoir au cours du cycle. Donc lorsque l'on perd, lorsque le CO2 après l'épuration retourne dans l'atmosphère, c'est pas émission de gaz à effet de serre comme cela vous a été expliqué. Malgré tout, lors de l'épuration, il peut y avoir un petit peu de perte de biométhane quand même. Voilà, même si le réglage est fait pour avoir un maximum de biométhane qui finit dans les réseaux, toujours un petit reliquat de biométhane qu'on n'arrive pas à capter avec nos fameuses membranes, notre fameuse épuration membranaire. Et puis, INRAE Transfer a considéré un petit taux de perte de biogaz, donc contenant du méthane, au niveau de l'installation, au niveau des jonctions, des bâches, des joints, parce que le retour d'expérience nous montre que une installation 100% étanche, c'est ce qu'il faut rechercher, mais ça n'existe pas ou rarement. Ouais. Et donc, ils ont considéré une petite émission de gaz à effet de serre lorsque c'est du méthane qui est relargué au cours du cycle. Et vu que le méthane, il est 23 fois plus réchauffant que du CO2, et bien là, il y a une émission de gaz à effet de serre. C'est d'ailleurs un des enjeux de la réglementation ICPE que j'ai abordé tout à l'heure. Un des volets, c'est le pilotage comment gérer le suivi de l'installation et notamment son étanchéité, avec un plan de suivi que les exploitants doivent mettre en place et que mes collègues inspecteurs ICPE vérifient. Voilà. Donc voilà, vous avez dans les grandes lignes, vous avez les ordres de grandeur des émissions dans un scénario sans méthanisation, dans un scénario avec méthanisation, et vous pouvez retenir que le gain, l'impact GES, est de l'ordre de 71%. Sans vous livrer la slide sur la partie plutôt système culture, on est sur le même ordre de résultat, c'est plutôt que 74 ou 75% de gain de GES, avec un poids du gain sur les effluents qui est moindre, puisque, comme je vous disais, la ration contient moins d'effluents. Par contre, il y a le poids du stockage de CO2 par les cives, et qui apparaît en vert foncé, qui est plus important. Donc, dans ce scénario-là, il considère que le stockage de carbone dans le sol, grâce aux cives, est plus important en scénario culture. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ces notions d'analyse de cycle de vie autour de l'injection, la filière injection de biométhane. Merci Alain. Est-ce qu'il y a des questions sur tout ça, sur ces aspects-là, gaz à effet de serre notamment? Alors, on vous a mis le lien vers l'étude hein, qui est fort intéressante et vous avez normalement une synthèse aussi qui est un petit peu moins lourde quand même à lire que le rapport final. Et oui, une unité de méthanisation, ça émet des gaz à effet de serre, mais moins que s'il n'y en avait pas. En tout cas, ça a été la conclusion de l'INRAE. On continue. Alors là, on va vous parler maintenant avec Alain de quelque chose qui est tout nouveau et qui va intéresser les collectivités fortement. Avant, il faut que je vous introduise un petit concept qui est certes petit mais complexe. Du moins, je vais essayer de vous le simplifier le mieux possible. C'est la notion de garantie d'origine. Alors, les garanties d'origine, est-ce que est-ce que il y en a parmi vous à qui ça ne parle pas du tout? Auquel cas, je vais faire pas mal d'efforts, mais si à la limite tout le monde est au courant de ce qu'est une garantie d'origine, on va passer vite. Alors, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le bas pour ceux pour qui la garantie d'origine est un objet obscur? Donc, il y a aucun pouce vers le bas, on est d'accord? Ou alors un message. Donc, tout le monde, a priori, sait ce qu'est une garantie d'origine. Alors, je vais passer, du coup. Ça va me faciliter un petit peu la vie, je dois vous avouer. Donc, on passe. Donc, sur les aspects garantie d'origine, voilà la nouveauté. Ouais, donc du coup, je reprends la parole. C'est ça. Désolé, Alain. Donc, une des retombées pour les collectivités de la méthanisation, ça va être de pouvoir bénéficier à titre gratuit, que ces collectivités puissent bénéficier à titre gratuit des garanties d'origine qui sont émises par les installations de méthanisation qui sont implantées sur leur territoire
Et du coup, en bénéficiant de ces garanties d'origine, la collectivité, donc ce comité de communes et communes, vont pouvoir attester de l'origine locale, renouvelable, bas carbone, de leur propre consommation de gaz, ou du moins d'une partie de leur consommation de gaz. Pour pouvoir bénéficier de ces garanties d'origine, il faut avoir un méthaniseur en injection, un ou plusieurs méthaniseurs en injection sur son territoire, donc sur sa commune ou sur le territoire de sa communauté de communes. Et petite subtilité, il faut que ce soit une installation qui ait signé un contrat à tarif réglementé, ce dont on parlait tout à l'heure, qui a été signé à compter du 9 novembre 2020. Parce qu'en fait, les installations qui ont signé un tel contrat avant novembre 2020, en fait, la garantie d'origine, elle appartient au fournisseur de gaz naturel qui achète ce biométhane. Et c'est lui, après, qui commercialise cette garantie d'origine auprès de ses clients, qui d'ailleurs peut être la commune ou la communauté de communes. Là, à partir avec les contrats qui ont été signés à compter du 9 novembre 2020, l'État a changé les règles. Et l'État a dit, bah, maintenant, ces garanties d'origine, c'est plus le fournisseur de gaz qui achète ce biométhane qui va les détenir. C'est nous, l'État, qui reprenons la main. Et on va les céder avec d'autres règles. Donc, il y a une partie qui seront cédées, réservées et cédées aux industriels. Et le restant va être ensuite proposé gracieusement aux collectivités qui sont intéressées. Et une fois que les collectivités se sont servies, entre guillemets, eh ben, l'État les mettra en enchère le reliquat, cette fois-ci à destination des fournisseurs de gaz naturel, pour qu'ils puissent après commercialiser des offres de gaz vert auprès de leurs clients. Voilà, donc, avec les contrats qui ont été signés à compter du 9 novembre 2020, ça permet, voilà, l'État permet de pouvoir restituer gracieusement aux collectivités d'implantation du ou des méthaniseurs des garanties d'origine pour qu'elles puissent pouvoir communiquer et attester que leur consommation de gaz est issue du biométhane local. Voilà, donc bien sûr, la collectivité ne pourra pas demander une rétrocession gratuite de garantie d'origine au-delà de sa consommation de gaz, ça paraît logique. Et puis elle ne pourra pas en demander plus qu'il n'y en aura de disponible après en avoir cédé une partie au secteur industriel. Voilà, et puis dans les faits, pour faciliter ces transactions, la commune ou la communauté de communes pourra confier ces opérations-là à un mandataire, voilà, pour pouvoir effectuer les demandes auprès de l'État, etc. N'hésitez pas si vous avez des questions sur cette notion Oui, nouvelle et peut-être un peu particulière, pas forcément toujours simple à expliquer. n'hésitez pas. Du coup, euh, finalement, donc la garantie d'origine, c'est simplement une preuve dématérialisée du gaz renouvelable, euh, comme l'est d'ailleurs le certificat de production de biogaz dont on a parlé tout à l'heure, hein. Et ces deux mécanismes sont exclusifs, c'est-à-dire que soit vous êtes en tarif d'obligation d'achat et alors vous émettez des garanties d'origine, soit vous êtes hors tarif d'obligation d'achat en Biogaz Purchase Agreement. Et alors, à ce moment-là, si c'est racheté par un fournisseur, lui, ce qu'on a, sa garantie d'origine, elle s'appelle, il doit acquérir non pas des garanties d'origine, mais des CPB. Voilà, ça s'appelle CPB. Et à ce moment-là, la mégawattheure est associée à un CPB. Soit éventuellement, si vous vendez en BP à un industriel, alors votre mégawattheure peut être associée encore à une garantie d'origine. Mais garantie d'origine et CPB, voilà, les CPB, c'est des garanties d'origine destinées en fait aux fournisseurs de gaz quand ils viennent acheter en direct le gaz sans passer par l'aide de l'État. En gros, hein, en résumé. Alors. Donc en tout cas, on est à votre disposition pour éclairer tout ça. Il n'y a pas de souci après coup, hein, et puis n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Simplement, peut-être en résumé, hein, là, si vous êtes un territoire, quelles solutions pour verdir votre consommation de gaz? Donc, vous êtes une collectivité. Bah, si vous avez donc une unité de méthanisation de biométhane sur votre territoire avec un tarif d'obligation d'achat qui a été contractualisé après le 9 novembre 2020, eh bien, c'est ce que vous a dit Alain. Vous achetez du gaz classique auprès d'un fournisseur et vous allez voir l'État pour de demander à bénéficier d'à titre gratuit des garanties d'origine en quantité inférieure ou égale, bien sûr, à la quantité de garantie d'origine émise par là ou les unités de méthanisation au biométhane présentes sur votre territoire. Voilà.
Et si vous êtes sans unité de méthanisation d'injection biométhane sur les territoires, alors il faut acheter une offre gaz vert auprès d'un fournisseur qui, donc là, vous achetez à la fois une molécule et à la fois une garantie d'origine au fournisseur de gaz qui lui-même est allé l'acheter à l'État d'ailleurs ou directement au producteur si c'est avant 9 novembre 2020. Contractualiser en direct l'achat de biométhane avec unité de méthanisation sur votre territoire. C'était effectivement séduisant, a priori, et puis faisable hein, via le dispositif de Biogas Purchase Agreement. Donc c'est vous, la collectivité, qui allez négocier le tarif d'achat. C'est totalement indépendant de l'État. Et donc là, comme je vous l'ai dit, comme vous n'êtes pas un fournisseur, là, par contre, le mégawattheure est associé à une garantie d'origine. Voilà. Mais est-ce que ça vaut le coup? A priori, c'est quand même plus onéreux pour une collectivité de passer par ce système-là que de passer par le système, euh, le système de tarifs d'obligation d'achat réglementé par l'État et de demander la garantie d'origine gratuite. Parce que le mégawattheure de biométhane en direct, vous allez l'acheter 100 euros ou un peu plus, contre quand vous l'achetez à un fournisseur 35 euros sur le marché. Et puis, si jamais vous avez une unité de méthanisation, donc le 9 novembre 2020 sur votre territoire, c'est tout. Vous achèterez 35 euros le mégawattheure sur le marché et puis vous demanderez la garantie d'origine correspondant au mégawattheure produit sur votre territoire. Et puis si jamais vous n'avez pas de méthaniseur en injection biométhane sur votre territoire ou qu'il a un contrat qui date d'avant le 9 novembre 2020, à ce moment-là, il faut savoir que la garantie d'origine, aujourd'hui, elle se situe autour de 20 à 25 euros par garantie d'origine, c'est-à-dire 20 à 25 euros par mégawattheure. Donc, vous voyez, vous êtes à peu près à 60 euros le mégawattheure contre un achat en direct qui sans doute serait à plus de 100 euros. Alors ça, c'est peut-être à temporiser aussi parce que peut-être qu'il y a des unités de méthanisation qui sont en fin de cycle, qui ont fini leur contrat d'achat, etc., qui ont moins d'amortissement, moins besoin d'amortissement, qui peut-être accepteraient de vendre en direct à des prix un peu plus bas que 100 euros. Mais là-dessus, aujourd'hui, on n'a pas de modèle comme ça. En tout cas, contractualiser en direct. Et donc, Alain, euh, Jean-Jacques, Jean-Paul et Laurent, vous n'hésitez pas à compléter et tout ça. Mais voilà, en tout cas, c'est un petit peu le message qu'on vous faire passer, c'est qu'aujourd'hui, en contractualiser en direct pour une unité de méthanisation pour une collectivité, c'est compliqué. Et puis, contractualiser en direct, ça n'affranchit pas de passer par un appel d'offres. Hein, donc, il faut un guide d'achat. Alors là-dessus, je vous ai mis un lien sur le guide d'achat durable qu'a fait l'agence qui vous indique quelques tuyaux sur que mettre dans son cahier des charges pour assurer un achat le plus durable possible, c'est-à-dire de proximité notamment. Voilà, donc là-dessus, ce guide est à votre disposition. C'est un système de fiches qui sont thématiques et donc vous en avez une sur le biogaz. Hein. Et puis, il faut savoir qu'en achat direct, hein, le lien de toute façon, entre la molécule injectée et celle consommée n'est pas forcément assuré. Oui, en injection de méthane, le gaz est quand même consommé de manière proche, hein, en aval du réseau à chaque fois, mais voilà, c'est toujours mélangé à du gaz possible. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou mes collègues ont-ils des compléments par rapport à tout ça? Oui, c'est Jean-Jacques Cadet, là, Guillaume. Juste un tout petit complément à tout ce que ce que vous venez de dire là, sur notamment le bipied. Je rajoute aussi que pour les collectivités, il y a une complexité juridique qui est pour le moment peut-être qui va sûrement se lever hein, dans les années qui arrivent, mais qui est aujourd'hui un petit peu complexe par rapport à l'achat de gaz lui-même. Donc voilà, effectivement c'est difficile aujourd'hui, c'est juridiquement pas forcément très évident, notamment sur la durée en fait, la durée, j'allais dire de la contractualisation possible entre une collectivité et une usine une unité de méthanisation. Donc voilà, j'ajoute qu'effectivement c'est aujourd'hui complexe au niveau juridique de mettre en place quelque chose à ce niveau-là. Merci. Merci Jean-Jacques. Il nous reste une vingtaine de minutes. On va peut-être dépasser un petit peu parce qu'on essaye de laisser la place. Voilà, s'il y a des échanges, euh, vous nous en voudrez pas, mais on va du coup. Je pense j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de questions là. En tout cas, j'en vois pas. Donc, on va continuer. Alors maintenant, on va juste quand même passer à échanger avec vous sur eh ben, des craintes vis-à-vis de la méthanisation, et notamment les odeurs. Donc, les odeurs, là, je laisse la main à mes collègues, notamment donc Laurent et Alain, et puis Jean-Paul, qui a eu aussi un retour d'expérience là-dessus, peut-être à nous faire part. Alors, on va pas passer 10 minutes dessus, hein, quand même, sauf si vraiment ça crée des questions. Ça, c'est intéressant si ça crée des questions. Mais sinon, voilà. Quels sont les grands messages? Je te laisse commencer, Laurent.
Ouais, ça marche. Alors, du coup, au niveau de la gestion des odeurs, hein, vous l'avez compris, on traite des effluents d'élevage, on traite des déchets, donc forcément, il y a une problématique d'odeur qui est existante. Si on s'intéresse uniquement au process méthanisation, les cuves fonctionnent en milieu fermé, donc au moment de la digestion, lorsqu'on met les matières dans le digesteur, il n'y a plus de problématique d'odeur. Les odeurs sont générées par des molécules organiques qu'on appelle des acides gras volatiles. Et il faut savoir qu'au cours de la fermentation, ces acides gras volatiles vont être consommés pour faire du biogaz. Et donc, on va avoir un effet de désodorisation. Donc, le digestat obtenu est généralement désodorisé. Si on s'intéresse aux études scientifiques, on a une réduction d'au moins trois quarts des odeurs présentes dans les intrants au départ. Au niveau des effluents d'élevage, le fait de les passer régulièrement dans le méthaniseur, on n'a plus de stock des effluents sur les exploitations agricoles. Donc en fait, le process de méthanisation va avoir un effet plutôt bénéfique sur les odeurs, puisqu'on va réduire les odeurs liées au stock et on va réduire les odeurs liées à l'épandage des effluents, puisque le digestat a été désodorisé. Pour parfaire cette désodorisation au moment de l'épandage, il va y avoir des techniques qui sont plus appropriées et elles sont illustrées alors sur les photos. Donc en bas, en fait, on a un pendillard et un enfouisseur. Donc le digestat va être amené soit à même le sol, soit directement enfoui dans le sol, et donc qui va éviter l'évaporation notamment de l'azote. Sur la photo du dessus, le digestat est projeté, et donc là, ça peut générer un peu plus d'odeur. Mais entre C'est pas épandre des perdu. effluents et épandre des digestats, on a une très forte réduction des odeurs. La principale problématique pour les odeurs, c'est au niveau du stockage des matières, et notamment les biodéchets, hein, puisqu'en fait, on a des matières qui vont pouvoir commencer à se décomposer, donc à émettre des odeurs. Et donc là, il faut pouvoir mettre en place des solutions techniques en amont du projet pour pouvoir répondre à cette problématique, et ça va passer notamment par le stockage en bâtiment avec des systèmes de traitement de l'air. Et c'est ce qui va permettre du coup d'éviter que les odeurs puissent se retrouver dans l'air ambiant. Merci Laurent. Alors, du coup, la photo du haut, là, avec une croix, c'est interdit, ça, en méthanisation. Vous ne pouvez pas C'est ce que épandre j'allais comme dire, ça. c'est surtout pour rappeler que c'est un mode d'épandage qui n'est pas autorisé pour du digestat, notamment lié à la volatilité de l'azote, comme tu l'as dit, Laurent. Jean-Paul, tu veux rajouter quelque chose? Euh, oui, ce qu'on peut ajouter, c'est qu'on a des situations parfois de localisation de parcelles qui peut augmenter le risque d'exposition aux odeurs. Et comme le disait très bien Laurent, c'est surtout au stockage des matières que le problème se pose. Alors pour les liquides, c'est pas trop le sujet parce que ce soit des lisiers ou que ce soit de lactosérum qui, par exemple, qui arrive sur les unités de méta, il est directement stocké en cube. Donc là, il n'y a pas de souci. Par contre, sur les matières sèches, les stockages de silos d'ensilage, parfois des fumiers, mais les fumiers restent pas très longtemps. Ils sont consommés généralement au fur et à mesure et sont de plus en plus sous des hangars. Mais on peut quand même avoir des parcelles qui sont exposées à des vents dominants et dans des zones relativement périurbaines avec des riverains qui sont peu confrontés jusqu'à maintenant peu familiarisés avec des odeurs d'activité agricole. Donc, il y a parfois nécessité de jouer de la concertation, à la fois pour les exploitants ben voilà, d'arriver à objectiver la question des odeurs, de travailler sur la réduction possible de certaines odeurs, hein, sur des gestions au niveau des plateformes de réception d'intrants, d'heures, de chargement des méthaniseurs, par exemple. Euh, on peut avoir à travailler dans ce sens-là. Et puis vis-à-vis des résidents et des riverains qui comprennent aussi le fonctionnement de l'unité et qu'on arrive à éviter des tensions qui peuvent arriver sur certaines unités. Merci Jean-Paul. Est-ce que, il y a des questions, des réactions par rapport notamment aux collectivités qui y sont présentes ou autres par rapport à ces aspects-là? Avant qu'on passe à la dernière partie,
Il nous restera 10 minutes pour la dernière partie. Donc, voilà, ça devrait aller. On va peut-être dépasser de 5-10 minutes, mais pas beaucoup plus. Donc, vous avez le temps de poser des questions. Est-ce que vous avez des questions? Alors là, en attendant peut-être que quelques questions arrivent, effectivement, on parle peu de la méthanisation sur bout de steppe. Alors, faut savoir que c'est quand même assez transversal, ce qu'on vous a dit sur la valorisation, sur les intrants, sur la réglementation, etc. Sur les biodéchets, il y a une méthanisation en Auvergne-Rhône-Alpes, une collectivité qui a développé méthanisation sur une bout de steppe avec deux lignes de méthanisation, c'est-à-dire deux méthaniseurs comme ça, un méthaniseur qui traite les bouts de steppe et de l'autre, un méthaniseur qui traite les biodéchets de la collectivité. Cette collectivité-là, elle interviendra le 17 octobre pour vous raconter son projet de méthaniseur. C'est Roanne Aglo et du coup, ce méthaniseur est en fonctionnement aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Toujours pas de questions? Ok. Eh ben, écoutez, on va continuer à ce moment-là. On va passer à la dernière partie, qui sont les étapes de développement d'un projet et puis les rôles de la collectivité. Donc là-dessus, je vais d'abord, de mémoire, laisser la parole à Jean-Paul, avec complément des collègues s'ils le souhaitent. Voilà, Jean-Paul, sans passer trop de temps, finalement, quelles sont les clés de la réussite d'un projet? Euh, alors, on peut considérer qu'un projet de méthanisation, de toute façon, quoi qu'on fasse, il a un impact sur le territoire et par son implantation, par l'activité qu'il génère. Donc ça, c'est un des aspects à prendre en compte très tôt, euh, parce que c'est souvent là que se cristallisent des contestations locales et des porteurs de projets peuvent être souvent focalisés sur des aspects techniques ou économiques et réglementaires liés au projet et pas consacrer suffisamment de temps avec les collectivités locales, notamment sur les questions d'implantation. Donc, un des points de réussite, c'est aussi d'intégrer dans la réflexion du projet, c'est la question de l'implantation. Dans l'idéal, elle doit être le résultat d'un compromis entre la maîtrise du foncier, parce que on est sur des projets, enfin moi je parle pour des projets agricoles, donc la maîtrise du foncier sur des terrains agricoles, la valorisation de l'énergie, bien sûr, parce que quand on parle d'injection, ben, c'est la distance par rapport au réseau. La fluidité des transports, c'est les itinéraires qu'on va emprunter pour le transport des matières. Et puis, bien sûr, l'impact paysager. Bref, tout ce qui va être déterminant pour l'acceptabilité ou non du projet par les riverains et la collectivité. Et puis, prendre en compte aussi les réalités économiques liées à tout ce que je viens d'évoquer. Euh, donc, la réussite, c'est aussi par rapport à ce qu'on a déjà vu, c'est prendre en compte tous les services rendus au territoire qui peuvent être facteurs d'acceptabilité. Il y a bon nombre de collectivités qui ont inscrit la méthanisation dans leur PCAET, mais qui attendent des fois que les porteurs de projets tapent à la porte et viennent avec une proposition. Euh, et alors qu'il est possible aussi d'être proactif de la part des collectivités, c'est aussi l'objet de ces webinaires, c'est pour envisager collectivement un projet, même majoritairement agricole, en prenant l'initiative, en réalisant une étude de potentiel, en animant les acteurs du territoire pour cheminer ensemble vers un projet taillé sur mesure et non pas du prêt-à-porter, du prêt-à-coller avec un développeur qui vient faire ce qu'il a l'habitude de faire, mais qui n'est pas forcément adapté au territoire. Donc nous, on a l'expérience avec les partenaires qui peuvent être GRDF, qui peuvent être services de l'État, Chambre d'agriculture, d'accompagner les territoires dans ces réflexions-là, en amont des projets, faire l'animation des acteurs du territoire, épauler la collectivité pour travailler là-dessus. Euh, et mobiliser les acteurs par rapport à des scénarios qui auront été écrits ensemble. Alors là, j'ai peut-être un petit peu débordé déjà sur la diapo suivante, Guillaume, parce que Oui, non, mais oui, du coup, et simplement, sur j'ai cette déjà un peu diapo-là, intégré les étapes de développement d'un projet, quoi. sachez Ouais. que sur cette diapo-là, sachez qu'en début de la filière, enfin jusqu'à 2000, en 2019, 2018, il y avait encore des gens, enfin des développeurs notamment, maintenant je pense que c'est plus le cas, qui arrivaient avec un projet de méthanisation et qui ne prenaient pas du tout en compte cet aspect de clés de la réussite, qui sont dans l'une des 5 clés de la réussite, c'est le débouché du digesta. Et il y a eu des projets qui ont capoté parce que le digesta, ils n'ont pas calculé qu'à un moment donné, il fallait
s'en débarrasser pour utiliser une méthanisation, mais pour les autres, c'est plutôt le valoriser le digesta. Et donc, il y a des projets qui ont capoté. Donc, c'est bien ces 5 piliers qui sont importants pour arriver à un projet de méthanisation qui contribue à l'aboutissement. Tu n'as pas trop parlé, je crois, du mode de gouvernance, hein, Jean-Paul, mais c'est quand même un Effectivement. point essentiel aussi sur les projets, hein, la gouvernance. Ça joue sur l'animation aussi, et puis avoir une gouvernance quand même très structurée et s'entourer de cabinets spécialisés aussi pour vous aider à travailler la gouvernance. Alors, la gouvernance, c'est à la fois la compétence, mais c'est aussi l'actionnariat des projets. Et par rapport aux réalités économiques des projets, ben, on voit qu'il peut y avoir une tendance à avoir des tiers investisseurs sur des projets agricoles qui commencent à arriver. Le tout, c'est que ces montages et ces gouvernances soient bien le résultat d'un choix des porteurs de projets au départ et non pas des, 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 des offres de services qui arrivent avant que les acteurs aient eu le temps de cerner euh, leur façon de voir les choses. Donc co-construit, hein. Et pour info, hein, en région, il y a même vous, collectivité, si vous voulez développer une unité de méthanisation en DSP même, concession, c'est-à-dire déléguer beaucoup de choses, notamment la construction puis l'exploitation, mais une unité de méthanisation, il y a bien des chances quand même qu'elle puisse intégrer de différents types d'intrants venant d'ailleurs. Et en région, il y a une collectivité qui s'était lancée courageusement là-dedans et l'une méthaniseur est sortie et il n'y a pas de problème, ça a bien fonctionné pendant 1 ou 2 ans. Et puis, ensuite, pour un problème de mode de gouvernance, finalement, il n'avait jamais été écrit noir sur blanc les obligations de chacun des fournisseurs d'intrants, les agriculteurs ou les collecteurs de biodéchets. Et ben, cette unité aujourd'hui est en grande difficulté parce que rien n'avait été écrit finalement de manière très précise sur son fonctionnement et son exploitation. C'est quand même 7 millions d'euros d'investissement, mais ça c'est on va dire maintenant c'est essuyer les plâtres aussi. Aujourd'hui, on est tous vigilants là-dessus et malheureusement, ceux qui ont eu de mauvaises expériences, eh bien, c'est quelque part utile aux autres. Voilà, donc du coup, Jean-Paul, voilà, cette diapo. Alors, c'est vrai que la phrase qui est marquée en bas à gauche, c'est surtout vrai sur la phase amont, je dirais. C'est se presser lentement, c'est pour intégrer tout ce que j'ai évoqué dans la diapo précédente, c'est-à-dire se donner le temps de construire les scénarios, alors que ce soit pour un projet porté par un collectif d'agriculteurs, par un agriculteur, pourquoi pas, mais c'est sur les projets qu'on a vus en injection, c'est quand même assez rare. Souvent, il y a besoin de regrouper plusieurs exploitations ensemble ou d'autres modèles intégrant les collectivités, mais le tout, c'est de démarrer avec en se donnant le temps d'aller voir des réalisations, de rencontrer des gens qui ont déjà essuyé des plates, comme l'a dit Guillaume. Et nous, on est là aussi pour vous proposer des visites pour aller voir des réalisations avec les acteurs du territoire et se donner le temps. Et c'est ça qui peut aussi expliquer le délai que vous voyez sur la flèche du haut en région. On voit des projets qui se développent entre 1 an et demi à peu près, entre l'idée et la réalisation du projet, et jusqu'à 5 ans. Actuellement, en Isère, il y a un projet qui entre en construction après 12 ans de gestation, on va dire. Euh, et ça peut s'expliquer peut-être en partie par bah, des projets qui n'arrivent pas à trouver leur scénario idéal et qui se font plus balader par la réglementation, par les changements de tarifs, par le côté aventure humaine qui rencontre des aléas, des gens qui s'épuisent, qui se fatiguent, etc. Mais voilà, donc on gagne du temps en prenant au départ et en faisant travailler les compétences qui vont bien, c'est-à-dire des bureaux expérimentés, des indépendants de constructeurs, réaliser les études de faisabilité, etc. Mais après une phase de maturation, euh, en imaginant 2, 3 scénarios où chacun mouille la chemise pour travailler justement sur ces hypothèses de départ. Et après, franchement, on gagne du temps. Donc ensuite, c'est les phases à chaque étape, on a des compétences mobilisables. Donc dans la phase d'émergence, ben, j'évoquais des champs qui peuvent vraiment avoir une bonne connaissance des gisements existants d'origine agricole, connaissent bien le milieu agricole également, et sont souvent bien implantés au niveau des territoires. Donc on peut euh, au moins
évaluer le potentiel avec les gens de GRDF sur la capacité des réseaux. Donc souvent, c'est les deux aspects qui sont les plus déterminants. Ensuite, on peut vous accompagner pour faire les appels d'offres, pour réaliser des études de faisabilité. Donc là, en se faisant accompagner par des bureaux d'études indépendants de constructeurs. Et ensuite, la phase de développement, donc c'est avec à nouveau des bureaux d'études, mais qui auront ce coup-ci une casquette d'assistance à maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, pour tout ce qui est constitution des dossiers administratifs, ICPE, ça a été évoqué, les appels, les consultations d'entreprise pour la construction, etc. Donc également en phase d'émergence, bien sûr, on peut aussi s'appuyer sur tout le réseau que Laurent anime, Laurent Strobe anime sur des agriculteurs méthaniseurs, parce que c'est là qu'on va trouver des retours d'expérience et qu'on va pouvoir illustrer certaines hypothèses que vous pourriez faire sur votre territoire. Alors, dans 2 minutes, on est en retard, hein. Voilà. Bah, je m'arrête là. Bon, désolé, je voulais pas non plus stopper net, mais ça me fait rebondir, hein, la phase d'émergence, hein. Si vous êtes une collectivité, faut savoir que le réseau Ambition Biogaz 2028 qu'on représente, hein, les 9 partenaires, là vous n'avez pas tous les partenaires, on a mis en place une démarche qui vise à vous accompagner dans cette phase d'émergence en faisant donc intervenir l'ensemble des compétences des acteurs qui sont autour de la table. Donc il y a chaque fois un pilote et puis on vous fait un pré-diagnostic qui n'est pas une étude en tant que telle très approfondie, mais qui permettent de rassembler l'ensemble des données à disposition des partenaires, hein, que ce soit GRDF, la DDT, les chambres, bien sûr. Nous, à Aura2E, on a des données macro sur le gisement, potentiel de gisement sur votre collectivité. Voilà. Et puis, vous partez, et ensuite, ensemble, on décide si vous allez plus loin. Et ensuite, bah, les chambres vous aident sur la conception des cahiers des charges ou autres acteurs. Et puis après, vous sélectionnez un prestataire. On est là pour amorcer avec vous les choses. Si vous le souhaitez, ça s'appelle la démarche émergence d'ambition de gaz 2028. Alors la collectivité, rapidement, il nous reste 3-4 diapos. Je m'excuse pour le retard. Du coup, les rôles de la collectivité en méthanisation. J'aime bien cette diapo qui rassemble assez bien les possibilités. Eh bien, elle peut être simplement observatrice, hein. C'est vrai, ne pas mettre, en tout cas, de bâton dans les roues, donner des avis favorables, mais voilà, ne pas être plus que regarder comment ça se passe et puis voir comment ça va être. Ensuite, elle peut être aussi facilitatrice. Et là, il y a beaucoup de collectivités qui ont joué ce rôle. Et vous allez voir au webinaire du 17 octobre avec les 4 collectivités qui devraient intervenir. Eh bien, on vous parlera beaucoup d'accompagnement technique administratif, d'ingénierie financière, parce que faut aller chercher des sous ailleurs. Et puis, ça permet des retombées sur le territoire et de financer telle et telle étude, notamment, bah, par exemple, comment développer la motorisation bio-GNV sur votre territoire. C'est bien sûr facilitatrice en tant que simplement aussi soutien politique et légitimation. Vous allez voir, il y a un maire, le maire de Besson, là-dessus, qui vous donnera un joli retour d'expérience. Voilà, donc facilitatrice, ça c'est un rôle important. Si la collectivité n'est pas facilitatrice, pour différentes raisons, c'est quand même, ça va être compliqué pour le projet. Voilà. Ensuite, elle peut être, alors je vais plutôt passer par motrice, voilà, et ensuite on reviendra au dernier rôle, cliente. Bah, motrice, là, c'est pour le coup, effectivement, en plus être comment dire, dans l'initiative de, par exemple, faire des études de gisement, d'essayer de mettre en mouvement le territoire pour développer la méthanisation, parce que ça fait partie des objectifs politiques du PSAET. Vous verrez les collectivités, qu'est-ce qu'elles vous diront, ce qu'elles vous diront le 17 octobre. Hein, c'est les Monts du Lyonnais, Roanne Aglo, le maire de Besson et Loire-Forez Aglo qui devraient intervenir normalement. Voilà, et peut-être la Comcom du Genevois, mais il y a eu un petit changement sur la Comcom du Genevois. Voilà, et puis ça peut être aussi motrice parce que les collectivités mettent les mains à la poche, soit en termes d'ETP, soit en termes même de financement en tant que tel, de contribution au financement des études. Et puis, bien sûr, quand c'est des projets en propre de STEP, ben là, elles sont complètement motrices. Elles peuvent être aussi bien simplement clientes d'énergie, hein, par exemple la chaleur, à Verrières-en-Forez, la commune achète de la chaleur pour ses bâtiments communaux, mais aussi pour simplement vendre ses biodéchets, gérer le traitement des biodéchets avec l'unité de méthanisation. Voilà. Observatrice, facilitatrice, motrice et cliente. Voilà les rôles qui sont un petit peu résumés ici d'une collectivité dont on pourra parler ensuite par la suite. La collectivité, ça fait partie, eh ben, de toute façon, des acteurs au long cours d'un projet. Une collectivité, elle sera complètement, de toute façon,
au courant du projet, et puis elle l'accompagnera ou pas d'ailleurs des fois, mais en tout cas, elle sera toujours quelque part au courant et quelque part dans le prisme du projet qui, par ailleurs, peut mettre en action des agriculteurs, hein, c'est les projets de méthanisation agricole, ou aussi des privés en complément des agriculteurs, ou directement, hein, par exemple, avec les développeurs. Vous avez des développeurs en région qui ont déjà deux, trois unités de méthanisation et qui ont comme spécificité par rapport aux agriculteurs, en fait, on va dire d'avoir effectivement une capacité financière quand même très importante, mais parfois qui sont, et le plus souvent d'ailleurs, non issus du territoire. Donc, c'est pas toujours simple, et pour le territoire et pour les développeurs. Néanmoins, aujourd'hui, ça s'est quand même bien professionnalisé au niveau de cette typologie d'acteurs. Et puis, vous avez aussi simplement des gens qui viennent apporter de la matière, comme les artisans, les industries agroalimentaires. Voilà. Donc, tout ça, c'est des acteurs au long cours d'un projet de méthanisation qui, tout au long de la phase de développement, mais aussi, bien sûr, après, dans l'exploitation, seront autour du projet. Puis vous avez des acteurs un peu plus ponctuels, on va dire, hein. C'est les accompagnateurs indépendants et nôtres que nous sommes. Nous, Ambition Biogaz 2028, on est généralement là au début. Après, certains d'entre nous vont être là plus au milieu. Je pense à Alain, notamment, qui délivre des autorisations d'obligation d'achat. Enfin, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle au niveau administratif, mais en gros, dit OK, vous avez votre tarif d'obligation d'achat, ou Laurent ou Jean-Paul qui seront là parfois un peu plus longtemps. Vous avez les bureaux d'études qui sont là pour les études et aussi un peu plus après pour l'exploitation, pour faire parfois les études qui doivent être données aux administrations. Les administrations d'ailleurs, alors là, les administrations, de toute façon, euh, c'est vraiment aussi Ambition 2028. Vous pouvez venir nous voir pour avoir bien sûr des premiers niveaux pour arriver à avoir une démarche d'amorçage avec nous. Puis après, les administrations, votre administration, faut aller tout de suite la voir. Les DDT, alors je crois de toute façon qu'il y a beaucoup d'administrations là, mais les DDT doivent être dans les premiers à être au courant d'un projet de méthanisation pour mieux vous guider aussi, notamment vis-à-vis de la réglementation. Les opérateurs de réseau, vous les rentrerez tout de suite rapidement aussi dans votre scope. Et puis, les financeurs publics d'aide directe qui arrivent aussi à un moment donné, un peu après d'ailleurs, pour certains arrivent au moment de l'émergence parce qu'ils peuvent donner des aides à la décision, mais généralement, c'est en phase de développement quand il faut donner l'aide à l'investissement. Voilà, on va juste en reparler un petit peu après. Et puis, les banques privées qui apportent effectivement les financements privés. Et enfin, votre acheteur final d'énergie avec qui vous élaborez le contrat euh, d'achat de vos mégawattheures. Et donc, du coup, vous voyez des acteurs au long cours et puis des acteurs un peu plus ponctuels, un peu moins présents dans le projet en continu. Vous en êtes a priori autour de ce webinaire loin d'être à la phase d'investissement. Donc, on va simplement juste faire un petit laïus sur comment obtenir des aides à la décision. Pour obtenir des aides à la décision, c'est-à-dire les aides à la décision, c'est des aides pour faire des études d'opportunité ou de faisabilité, ou même ensuite des assistances à maîtrise d'ouvrage pour choisir un constructeur, etc. Eh bien, il faut sélectionner un partenaire. Il faut sélectionner un prestataire. Pour ça, il faut faire un cahier des charges. Il faut savoir que l'ADEME vous met à disposition des modèles de cahier des charges que chacun d'entre nous au sein d'Ambition 2028, mais notamment, surtout, moi, les chambres d'agriculture, GRDF, GRT Gaz, peuvent venir aussi vous aider à compléter par rapport aux spécificités locales. Donc ça, c'est le cahier des charges, les modèles de cahier des charges pour ensuite obtenir des aides à la décision de l'ADEME. Donc les aides à la décision de l'ADEME, c'est un taux de subvention en général de 70% sur le montant de la prestation, sachant qu'il ne faut pas qu'elle dépasse de mémoire, tout compris, toutes les prestations ensemble. Il faut faire un packaging, c'est-à-dire qu'il faut prévoir toutes les prestations d'un seul coup. Il faut bien anticiper et il ne faut pas que ça dépasse de mémoire 100 000 euros. Pierre Laurent ne peut pas être avec nous aujourd'hui, c'est votre interlocuteur à l'ADEME, mais voilà, c'est les aides à la décision de l'ADEME, 70%, elles sont très très activées, hein, bien sûr. Vous avez d'autres aides à la décision pour vous aider à étudier votre projet. C'est le fonds d'amorçage de la région, Starter ENR, qui vient compléter les aides à la décision de l'ADEME pour des objets de réflexion quand même peut-être différents, hein. On ne peut pas cumuler les deux aides à la décision sur une même étude, mais voilà, c'est des études inférieures à 15 000 euros, et puis c'est principalement voilà, pour l'accompagnement à la concertation, l'expertise juridique pour la gouvernance, parce que, eh bien, on a vu, la gouvernance était un point clé, on en a déjà parlé, éventuellement des contre-expertises d'études de faisabilité, de l'expertise financière, voilà, et c'est via une subvention, il n'y a plus d'avance remboursable. Et puis, il y a un fonds
aussi un fonds vert, alors là, qui est géré par l'État. Moi, je suis moins connaisseur de ce fonds-là, a priori, se rapprocher des DDT. Ce fonds vert, il est uniquement destiné aux collectivités et il n'est pas méthanisation en tant que telle, hein. C'est en fait, il y a différents volets dans ce fonds vert et notamment un qui concerne le traitement des biodéchets et la valorisation des biodéchets. Et c'est au sein de ce volet-là qui peuvent être financés, notamment, bien sûr, des éléments de déconditionnement des biodéchets, mais aussi, a priori, des outils de traitement, donc notamment des unités de méthanisation de collectivités qui traitent donc leurs biodéchets. Voilà. C'est une aide à l'investissement et à la décision aussi d'ailleurs. Il y a des études qui peuvent être là-dedans, mais qui sont très spécifiques aux collectivités pour des méta qui traitent les biodéchets de la collectivité. Voilà, écoutez, on arrive à la fin. Maintenant, il y a un certain nombre de ressources qu'on voulait vous mettre en avant. Alors, notamment le centre de ressources de méthanisation de Auvergne-Rhône-Alpes, auquel on contribue tous, et c'est moi qui l'alimente ensuite avec les contributions de chacun. Donc, je vous laisserai le voir. Vous avez notamment pas mal de choses sur les soutiens publics, bien sûr sur l'évolution des graphiques, sur les graphiques qu'on vous a montrés. Ils sont sur ce site-là pour où est-ce qu'on en est dans le parc d'unités de méthanisation. Vous avez aussi des aspects des renseignements sur Ambition Biogas 2028. Voilà, vous avez les contacts utiles en région. Enfin, je vous laisserai aller voir. Vous avez le site des chambres d'agriculture, notamment d'Auvergne-Rhône-Alpes. Je crois que ça pointe sur Auvergne-Rhône-Alpes, ce lien. L'ADEME, le site de l'ADEME. Vous avez des sites nationaux sur la méthanisation, MétaFrance, Infométa. Vous avez le site du Club Biogaz aussi. Là, pour avoir un peu plus de détails, par contre, il faut être adhérent. Ça regroupe là les acteurs de la filière biogaz. Ça concerne beaucoup moins les collectivités quand même là. Voilà. Et puis, vous avez le site de l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France. Et puis, des publications récentes à consulter, notamment celle d'Alain, euh, dont il vous a parlé sur l'analyse de cycle de vie du biométhane de l'INRAE. En premier, on vous a mis la synthèse 2022 du fonctionnement des unités de méthanisation en aura, qui est élaborée par l'Adréal et Aura2E, Alain et moi-même, sur la base des retours des exploitants d'unités de méthanisation agricoles, steppe et industrielles. Voilà, vous aurez comme ça pas mal de lectures pour vous plonger dans la méthanisation en général ou en région. Écoutez, je crois que on a un peu dépassé, mais c'est terminé. Alors, je vais voir s'il y a des questions. En tout cas, on termine par un nouveau rendez-vous. Je vous donne rendez-vous le jeudi 3 octobre, jeudi prochain. Et là, on va parler d'un outil informatique pour vous aider à piloter votre réflexion autour de la méthanisation sur votre territoire. Et là, ça va être vraiment opérationnel. Alors, donc on en a terminé pour ce webinaire. Je vous remercie d'avance. Je vous remercie à vous. Désolé d'avoir un peu dépassé. On a 10 minutes de retard. Et est-ce qu'il y a des messages? Ou est-ce que c'est des messages? Je dois vous quitter. Ah, euh, ok. Alors, il y a Lionel Ginestec et l'articulation entre le dispositif émergence porté par monsieur et les aides à la décision de l'ADEME. Alors, le dispositif émergence, Lionel, il est gratuit. C'est une première approche qui ensuite permet d'aller ou pas, c'est en fonction des résultats de ce pré-diagnostic, d'aller ou pas vers activer l'appui d'un prestataire privé. Et là, un prestataire privé, c'est étude de faisabilité, étude d'opportunité. Et là, c'est les aides à la décision de l'ADEME qui viennent cofinancer l'étude de ce prestataire. Je ne sais pas si j'ai été clair. Sinon, n'hésitez pas à prendre le micro, Lionel, mais voilà la différence. Nous, il n'y a pas de. On prépare éventuellement la collectivité pour voir si ça vaut le coup qu'elle active des aides à la décision pour faire une étude. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois qu'on en a terminé. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Merci à vous, du coup. Et on vous donne, hein, parce que je suis jamais tout seul, on est tous ensemble, soit en direct derrière la caméra, soit parce qu'on a travaillé ensemble cette série de webinaires. On vous donne rendez-vous le jeudi prochain, voilà, pour un webinaire sur Terre historique. Le jeudi d'après, ça sera spécifiquement sur l'acceptabilité, avec notamment l'intervention d'un organisme spécialisé là-dessus qui s'appelle le CISCA, qui est basé en Auvergne. Et puis, on terminera dans 3 jeudis par la table ronde avec les collectivités qui viendront échanger avec vous sur comment ça s'est passé pour eux. Et puis, le lendemain, pour ceux qui le souhaitent, il y a une visite d'unité de méthanisation qu'on est en train de construire avec les collègues en fonction des réponses de chacun, et ben, qu'on vous proposera une ou deux visites en fonction du périmètre géographique. Mais pour mémoire, ça va a priori plutôt se dérouler en Rhône-Alpes quand même, parce qu'en Auvergne, il y a pas beaucoup de demandes.
Non pas qu'il n'y a pas beaucoup d'unités, mais il n'y a pas beaucoup de souhaits de visite dans les inscrits. Ok, eh ben écoutez, on arrête Communication, là. enregistrement de l'actuel webinaire et des futurs webinaires. Eh ben oui, merci Alain. Du coup, je vais caler tout ça entre cet après-midi et demain. Et a priori, je vous enverrai un mail, ça viendra de ma boîte mail. Je vous enverrai un mail, je pense, lundi sur les liens, peut-être demain, et au plus tard lundi sur pouvoir reconsulter le diaporama et le et l'enregistrement. Et les prochains seront enregistrés aussi. Les prochains seront enregistrés aussi, ouais, tout à fait. Tout est enregistré, tout sera disponible sur le site biogaz-aura. Je remercie encore Alain, Jean-Jacques, Laurent et Jean-Paul pour votre mobilisation. Puis merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. On vous souhaite un bel après-midi, un petit peu pluvieux, en tout cas sur Lyon. Voilà. Et à jeudi prochain, j'espère. Merci. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir. Ah bah, au revoir. Merci. Dans le sud aussi, il pleut. Dans le sud aussi. Bon, Ouais, alors ça ouais. va. Pareil, Parfait. pareil. Bon, Merci, à bientôt. merci. Merci, au revoir.